Et nous recevons en effet sur le plateau de France 2012 Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du Front National. Merci d'être avec nous, Jean-Marie Le Pen. Vous regardiez ce portrait, un mot de commentaire sur cette histoire, cette saga familiale? Oui, familiale comme beaucoup d'autres. C'est pas si fréquent que ça. C'est assez banal dans la société civile ou dans la société politique que les enfants suivent en partie au moins, certains d'entre eux, la même carrière que leur père. C'est assez normal. Un mot, le néologisme, le fameux néologisme de dédiabolisation qu'aurait opéré Marine, ça veut dire que le diable aurait été le président précédent. Non, ça voulait dire qu'il était diabolisé, ce qui n'est pas la même chose. Bon. Marine Le Pen souhaitait réagir de façon active contre cette diabolisation qu'elle estimait, comme moi-même d'ailleurs, tout à fait injuste, mais qui constituait une arme de guerre pour nos adversaires. Alors avant de vous interroger sur différents dossiers avec des confrères de l'AFP ou confrères internationaux, un mot de réaction à l'actualité avec un coup de filet contre les islamistes qui s'opère actuellement en France. Vous applaudissez à cette décision du pouvoir? Oui, mais je ne suis pas dupe. Je sais que c'est une opération parfaitement électorale. Je rappelle que aux dernières élections régionales, j'ai été poursuivi par le parquet de M. Sarkozy pour une affiche qui s'intitulait « Non à l'islamisme ». Par conséquent, je pensais donc que le gouvernement qui poursuit quelqu'un qui dit non à l'islamisme, c'est quelqu'un qui dit oui à l'islamisme. Alors le président a changé d'avis, mais en période électorale, il en a l'habitude. Il fait des promesses contradictoires de la politique qu'il a menée et surtout contradictoires avec la politique qu'il va mener s'il était élu, ce qui est improbable. Réélu. Un œil sur la campagne, nous venons de voir avec les invités précédents. Jusqu'à présent, Marine Le Pen se situait, disons, en troisième position. Mélenchon, le phénomène Mélenchon, alors on sait tous, notamment ceux qui suivent les émissions et les magazines politiques, qu'évidemment il y a plus que du tirage entre les deux. Qu'est-ce que vous voyez de cette campagne qui marque le pas pour Marine Le Pen? Oui, je crois d'abord que nous n'avons pas les mêmes moyens que nos adversaires et que nos concurrents. La preuve, c'est que Marine Le Pen a dû annuler 2 réunions, par exemple. Faute de moyens. Faute de moyens. Et parce que la banque, pour l'instant, ne nous a pas encore avancé l'argent de la campagne. Donc c'est une question de moyens. Il a fallu que ce matin, Marine aille passer une visite médicale pour garantir que, etc., elle sera vivante au moment du remboursement. Bref, c'est vous dire que ça n'est pas simple. Mais en l'occurrence, je crois que le phénomène de Baudruchon, c'est un petit peu le même phénomène que celui de Chevènement en 2002, qu'on avait monté jusqu'à 14% et qui a fait 6%. Je crois que c'est le chouchou des médias, parce qu'il est truculent, n'est-ce pas? C'est le chouchou aussi du président de la République, parce que il marche sur les brisés. Il marche sur les brisés de M. Hollande, mais je crois que ça ne durera pas. Et moi, je prends le pari qu'il sera au-dessous de 10% au moment de l'élection. D'ailleurs, Marine Le Pen a indiqué qu'elle demandait aux sondeurs 1 mois de salaire par point d'écart au moment du premier tour, c'est ça? Oui. Écoutez, c'est très simple. Je pense 2002. Madame Laguillet avait été présentée comme le 3e homme. On disait, elle fait 17 000%, alors que moi, je ne faisais que 10%. Au résultat, moi j'ai fait 17 et Mme Laguillet a fait 5. Et vous avez été au 2e tour. Et j'ai été au 2e tour. Oui. Quel souvenir vous en gardez d'avoir été présent à ce 2e tour de la présidentielle? Le mot 21 avril, qui soit à l'endroit ou à l'envers, est entré dans le vocabulaire. Mais pour vous, 10 ans après, vous dites que c'était le couronnement de ma carrière? Non, du tout. Un souvenir abominable compte tenu de l'alliance infâme qui s'était faite entre tous les partis politiques au bénéfice d'un homme qui allait finir sa carrière de président avec 2 ans de prison par protection. Alors, sur ce plateau, je vous le disais, nous accueillons des journalistes. Première d'entre elles, Béatrice Kadige, merci d'être des nôtres. Vous dirigez le bureau de l'AFP à Alger. Je voudrais vous demander tout d'abord la façon dont on suit cette campagne, ce déroulement, cette accélération. Naturellement, pour les milieux algérois et algériens, c'est un événement. C'est un grand événement. La France a toujours passionné les Algériens. La presse francophone suit pas à pas les déclarations, les faits des uns et les faits des autres. La presse arabophone également. Et puis l'affaire Mera récemment a contribué à relancer toutes sortes de spéculations, de commentaires, de craintes concernant ce rapport très particulier qui est entre la France et l'Algérie d'ailleurs. Alors avant de poser la question, c'est un tournant rétrospectivement avec 10 jours de décalage, cette affaire de Toulouse, ces 7 assassinats. Pour vous, c'est un tournant dans la campagne? Oui, parce que le gouvernement de M. Sarkozy ne réagit qu'aux faits divers.
la législation française suit la courbe des faits divers. Chaque fois qu'il y a un fait divers, le président annonce une nouvelle loi. Et l'Assemblée des godillots la vote dans la foulée. Ça n'a d'ailleurs aucune importance parce qu'on ne prend pas les décrets d'application et on renvoie ça à une période. Excusez-moi, il y a un débat de terminologie. Parler notamment de la tuerie antisémite comme un fait divers, c'en est un, c'est plus que ça. Parler de la tuerie antisémite ou de faire comme un fait divers, c'est quelque chose d'inapproprié dans le langage. Comment on peut faire ça un drame, une tragédie. Un drame épouvantable, d'accord. Bon, je suis dans le cadre de la pensée unique, là, d'accord. Ben oui, c'est sérieux, c'est évident. On sait qu'il y a un danger islamiste, un danger qui est d'ailleurs, il faut bien le dire, lié à l'immigration de masse qui a été pratiquée en France depuis 35 ans et qui a permis l'entrée dans notre pays de 12 millions d'étrangers, dont 9 millions originaires de ce qu'on peut appeler le tiers-monde, non européen, on peut dire, voilà. Béatrice, quelle question auriez-vous posée à Jean-Marie Le Pen ? Justement, écoutez, on fête le 50aire de l'indépendance d'Algérie. Vous renaclez, vous dites à plusieurs reprises et vous répétez depuis des années que finalement il y a trop d'étrangers en France. Est-ce que finalement, 50 ans plus tard, c'est pas une bonne chose que l'Algérie soit enfin indépendante et qu'elle ne soit plus française ? Oui, c'était le côté positif du général de Gaulle. Et il est vrai, vous le savez mieux que moi, que la population algérienne est passée en 50 ans de 8 millions à 38 millions d'habitants, en voie d'expansion continue, sans que malheureusement la situation sociale n'ait répondu aux demandes de cette population. Je dois dire tout de suite que moi j'aimais tellement l'Algérie que je voulais qu'elle soit française. Alors c'est vous dire que j'étais lié affectivement avec l'Algérie. Vous maintenez cette position 50 ans après ? 50 ans après, ce que je ne pardonne pas au général de Gaulle, ni au gouvernement, ni à l'armée française, c'est la manière dont s'est faite la rupture, c'est-à-dire la livraison pieds et poings liés, après les avoir désarmés de plusieurs centaines de milliers de harkis, et l'abandon des pieds noirs, notamment dans la région de Oran, sans compter l'accueil extrêmement glacial et insultant qui leur était réservé en métropole. C'est quelque chose qui est impardonnable et que personnellement je ne pardonne pas au gouvernement français. 50 ans après l'indépendance, c'était le sens de l'histoire. Il n'y avait pas d'autre solution. Si, je pense qu'il y avait peut-être d'autres solutions, mais moi j'avais rêvé d'une autre solution dans laquelle la France aurait un pied dans 2 continents différents, avec une ouverture sur ce qui n'était pas algérien à l'époque, c'est-à-dire le Sahara, son pétrole, ses réserves. Tout cela n'a pas été, c'était I have a dream, si j'ai eu un rêve, il ne s'est pas réalisé. Dans ce cas, nous aurions eu autant de Français que d'Algériens qui auraient tous eu le même passeport, sauf si vous vouliez maintenir une sous-citoyenneté. Il n'est pas certain que le mouvement démographique eût été le même s'il y avait eu la France, l'Algérie française. Mais enfin, c'est une autre question, ça. À la limite, j'étais tellement, moi, prêt à cela qu'avant le 13 mai 58, je rappelle que j'avais présenté la candidature d'un Algérien à Paris en 57 et que j'ai été le premier à faire élire une musulmane en 86 à la région parisienne. Merci Béatrice pour ce regard depuis l'Algérie. On parlait d'immigration. On va regarder une question que vient de nous envoyer un internaute que vous voyez ici. Êtes-vous toujours partisan de l'immigration choisie ? C'est une question qui nous vient du Sénégal. Vous êtes d'accord avec l'immigration choisie ? Non, je n'ai jamais été partisan de l'immigration choisie, qui me paraît être une mauvaise action à l'égard de nos propres travailleurs. Nous avons, je le rappelle, 5 millions de chômeurs, mais aussi à l'égard des pays dont sont issus ces immigrés bien choisis, qui sont généralement des gens plutôt de niveau supérieur et dont nous privons ces pays, ce qui me paraît être contraire au souhait que l'on peut faire de la paix mondiale. Une question d'actualité également, avec ce qui se passe au Mali, risque d'implosion du pays, que vous liez à ce qui s'est produit en Libye, avec l'intervention, notamment l'intervention française. Pourtant, c'était salué au niveau international. L'ingérence française, l'ingérence militaire française a amené en Libye une situation absolument catastrophique, la ruine, le chaos, la misère, l'éclatement du pays, entre, pour l'instant, 2 entités, la Cyrénaïque et la Tripolitaine, mais peut-être et le Sud avec les Touaregs. Donc il ne fallait pas le faire. Non, mais c'était scandaleux. Je suis contre toute forme d'ingérence dans les politiques étrangères, d'abord. Mais je dois vous dire que la responsabilité française dans la poussée
dans la complaisance à l'égard de la poussée islamiste est essentiellement américaine. Ce sont les Américains qui ont fabriqué les printemps arabes de Tunisie, d'Égypte et d'ailleurs. Et qui, évidemment, M. Sarkozy, qui se veut un fidèle exécutant de la politique américaine, a voulu rattraper le retard qu'il avait pris dans les affaires tunisiennes et égyptiennes. Il s'est précipité dans cette affaire libyenne d'une façon parfaitement scandaleuse. Donc pour vous, c'est l'explication de la déstabilisation. C'est-à-dire qu'il met le feu islamiste à toute l'Afrique du nord de l'Afrique. Vous condamnez l'évolution de ce qu'on appelle le printemps arabe ? Oui, je la condamne parce que je ne crois pas que l'avenir de ces pays soit islamiste, l'avenir bénéfique. Alors, autre regard sur une autre partie du monde, nous allons notamment parler de l'Iran. Je vous présente Hamdam Mostafavi, qui est journaliste iranienne, Bonjour. qui travaille à Courrier International. Là aussi, même écho, du côté de Téhéran, on suit cette actualité à 18 jours de la présidentielle, ou c'est un peu loin ? C'est encore un peu loin pour les Iraniens, mais bon, on s'intéresse. On n'aime pas beaucoup Nicolas Sarkozy, comme vous le savez, en Iran, donc bon, on espère un peu qu'il ne sera pas réélu, mais il n'y a pas vraiment une attente particulière par rapport à... Tous les candidats ont à peu près la même position sur l'Iran. Alors, quelles seraient les questions que vous auriez posées à Jean-Marie Le Pen ? Le Front National, et justement, je voulais vous demander, puisque l'Iran a beaucoup de difficultés avec la communauté internationale au sujet de son programme nucléaire, est-ce que le Front National pense qu'un Iran nucléaire est possible, est acceptable ? L'Iran est une des nations de l'Organisation des Nations Unies. Elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs que toutes les autres nations. Par conséquent, on ne voit pas pourquoi elle n'aurait pas le droit de se doter d'une industrie nucléaire. Mais la question est militaire, naturellement. On l'accuse. Les Iraniens disent que c'est faux. Mais en admettant même par hypothèse que ce soit vrai, pourquoi Israël aurait le droit d'avoir des bombes atomiques, que le Pakistan, la Chine, l'Inde et l'Iran non ? Pourquoi ? Peut-être parce qu'Ahmadinejad dit qu'il veut rayer Israël de la carte. Mais on peut regretter. Non, mais ça, ce sont des discours homériques. Ça, Et supposons que l'Iran ait en effet une industrie nucléaire et que ça devienne une arme atomique. Mais si l'Iran attaquait cette fois-ci fermement Israël, que ferait une France dirigée... Mais il n'attaquerait pas Israël. Mais que ferait la France dirigée par Marine Le Pen ? Vous savez très bien comme moi qu'il y a un équilibre de la terreur. Et les gens qui dirigent l'Iran ne sont pas des fous. Oui, mais la France serait obligée de prendre position si la menace à considérer que les gens qui ne pensent pas comme vous sont des fous. Mais ce ne sont pas des fous. Il est bien évident qu'ils savent que s'ils attaquaient Israël de façon nucléaire, l'Iran serait vitrifié par la riposte qui serait faite. C'est ce qu'avait dit Jacques Chirac il y a quelques années, d'ailleurs. Il serait vitrifié dans les 2 catastrophe mondiale, d'ailleurs, il faut bien le dire. Seulement les menaces permanentes qui sont faites de bombardement des sites iraniens, de bombardements classiques, soit par les Américains, soit par les Israéliens, sont de nature à créer une situation extrêmement grave. Parce que si les Iraniens sont en mesure de faire une riposte sur le détroit d'Ormuz, cela mettrait le baril de pétrole à 300 € le baril. Ce serait l'arrêt de l'économie occidentale, et en particulier de l'économie européenne. Une autre question. Vous parliez tout à l'heure du printemps arabe, qui a été fabriqué par la France et d'autres pays, mais en Iran et dans les pays du monde arabe ensuite, des milliers de jeunes ont défilé, des gens ont demandé la démocratie. Est-ce que vous pensez que la démocratie, c'est un concept occidental ou ça peut s'exporter dans ces pays-là ? Je crois pour l'instant non. Je ne crois pas du tout. Je crois que l'aspiration des manifestants était beaucoup plus une manifestation sociale, certes une protestation contre les abus des familles, des dictateurs, aussi bien Ben Ali que Moubarak, c'est surtout les femmes et les familles et les belles familles qui étaient mises en cause. Mais il faut bien savoir tout de même que la misère va grandir dans tous ces pays. D'ailleurs, on peut dire dans l'ensemble des pays du monde, puisque le nombre d'habitants de la planète est passé de 1 à 7 milliards d'habitants, qu'il est en expansion et que, malheureusement, les ressources capables de satisfaire les besoins ne suivent pas dans la même proportion. Par conséquent, on va vers un monde qui s'appauvrit, vers des misères considérables, des mouvements de foule terribles. Et là où les Américains ont joué, c'est en orchestrant tout cela avec on peut dire la cyberguerre, avec leurs agents, aussi bien d'ailleurs en Libye où ils sont intervenus militairement avec les Français et les Anglais, que dans les autres pays d'à côté. Merci Ramdam d'avoir été des nôtres. On va poursuivre en regardant comment les journalistes et télévisions du monde entier suivent cette campagne. C'est Vu d'ailleurs.
Alors, nous allons voir la façon dont une grande télévision américaine est venue suivre le travail des militants, ce qui peut-être n'ont pas tout à fait le même rôle, notamment aux États-Unis, avec les différentes formations politiques. Et là, on va voir avec le MoDem, et vous nous direz quel est le travail des militants dans votre formation politique. Imaginez un homme avec une grosse, très grosse soif de pouvoir. Un homme prêt à recevoir, mais aussi à donner des coups. Un homme qui souhaite avant tout une France solidaire, mais en solitaire. Ou presque. Car derrière François Bayrou, son MoDem est soudé. Un parti orange à la mécanique bien huilée. Non, pas si violente, mais plutôt avec des militants actifs sur le terrain. Bonjour madame, François Bayrou. Bonjour François. Pour une France solidaire. C'est une bonne raison pour reprendre le programme. Au point même d'attiser la curiosité des Américains. No, we pick up again, please. Nancy Ing Duclos travaille pour la NBC, une des plus grosses chaînes télé du pays. Bonjour madame. Aux États-Unis, comme ici, on est en campagne présidentielle. Alors l'heure est à la comparaison. Votre budget est moins important. Les temps d'antenne à la télé des candidats ou encore les moyens pour attirer les électeurs sont différents. Nous voulons donc voir si c'est plus efficace ici et si c'est vraiment le meilleur qui l'emporte. Nous trouvons que les Français parlent des vrais problèmes, contrairement aux Américains. Vos candidats évoquent les enjeux sociaux, expliquent comment fixer le budget. Ils vous balancent des centaines de chiffres et d'études. Ils connaissent leur dossier. Nous sommes à moins d'un mois du premier tour et je me demande qui sont les candidats. Où sont leurs affiches collées sur les murs? Comment les votants vont-ils les reconnaître? Filmer les militants dans la rue, c'est un des aspects les plus emblématiques d'une campagne électorale. Quand on voit les équipes en action dans la rue, on se rend compte de l'enthousiasme des jeunes. Et là, on a vraiment l'impression d'être en campagne. Et François Bayrou, qu'est-ce qui vous inspire? C'est intéressant de savoir qui sera le troisième homme. On aurait pu croire que ce serait lui, le centriste. Mais aujourd'hui, ce n'est plus si évident. Vous en êtes à votre 7e campagne présidentielle, soit comme soutien, soit comme candidat. Qu'est-ce qui a changé? Ça repose toujours sur les militants ou les moyens audiovisuels rendent presque folklorique ce travail? Non, ça n'est pas inutile. Le travail de terrain est très important. Il est d'abord celui de bouche à oreille, qui est la conversation, du débat, dans le café, le restaurant, au travail, à l'atelier. Il est aussi la distribution des tracts, le collage des affiches. Tout cela participe réellement de l'implication des militants dans la campagne électorale. Mais il est évident que les moyens modernes de télévision, de radio jouent un rôle très important. Et il y a une innovation démocratique dans la campagne électorale présidentielle française, et elle est due, il faut le dire, aux chaînes d'actualité télévisées. Sont-elles l'info continue qui ont pris l'initiative de publier des passages, quelquefois des meetings entiers des différents hommes ou femmes politiques. Et ça, je crois que ça a initié un mouvement d'ouverture des grands médias télévisuels et radiophoniques qui participent de la démocratisation du débat. Un mot à propos de cette couverture. On a le sentiment, et notamment sur TV5 Monde, nous sommes très attentifs, que la dimension internationale n'est pas extrêmement présente, peut-être notamment dans le programme de Marine Le Pen. C'est pas un peu franco-français? Non, pas du tout. Et je crois qu'il est évident que c'est la France qui nous intéresse d'abord, si j'ose dire, puisque c'est de là que toute action internationale peut partir. Mais je crois que Marine Le Pen a au contraire des prises de position internationales dont j'ai esquissé d'ailleurs tout à l'heure, parce qu'elles sont les mêmes que les miennes, les grandes lignes, à savoir non-ingérence, bien sûr. Y compris en Syrie, par exemple, avec le recul, vous dites qu'il ne faut pas intervenir en Syrie? Il ne faut pas intervenir en Syrie. Euroscepticisme total. Bien que vous soyez député européen. Pardon? Bien que vous soyez. Depuis 26 ans. Oui. Par conséquent, je peux dire que j'ai le nez dessus. Eh bien, je pense que la France doit se dégager des liens dans lesquels elle a été en quelque sorte tenue pendant des années. Je rappelle que 80% des lois qui s'appliquent en France ne sont pas votées par le Parlement français, mais imposées par Bruxelles. Je rappelle que nous n'avons plus de frontières, nous sommes pieds et poings ouverts en face d'une concurrence mondiale qui est le mondialisme étant le paradigme de la pensée européiste.
l'Europe n'étant elle-même prévue que comme une étape sur la voie de la mondialisation et du village mondial. Nous croyons que la nation reste au XXIe siècle le cadre le plus performant pour la défense de la liberté, la sécurité, la prospérité, la culture, la langue d'un peuple. Et cela, nous pensons que je vais plus loin. En revanche, j'ai une conception, et nous avons une conception d'un ensemble boréal, n'est-ce pas, qui irait de Brest à Vladivostok et qui inclurait, avec les nations européennes, dans une coopération européenne, la Russie et les pays de l'Est, avec l'immense Sibérie, que sans l'Europe, sans les Européens, les Russes ne conserveront pas, mais sans la Sibérie, les Européens n'auront pas non plus la liberté économique nécessaire. Alors nous allons parler des femmes dans cette actualité. La parité est valeur essentielle sur cette chaîne et sur le regard que nous portons sur cette élection. Et vous recevons, Isabelle Mongère. Quelles sont les informations que vous avez trouvées? Alors, je sais que vous ne les aimez pas trop, les sondages. Marine Le Pen est partie en guerre contre les sondages, mais ils disent parfois des choses intéressantes. J'ai voulu savoir ce que disaient donc les sondages sur l'électorat féminin du Front National. Marine Le Pen, une femme, a-t-elle plus de succès auprès des électrices? Eh bien, la réponse de l'Institut IFOP est non, même si l'écart s'est un petit peu réduit. Marine, votre fille a plus de succès auprès des femmes que vous, son père. Malgré tout, les femmes restent beaucoup moins nombreuses que les hommes à voter Front National. L'écart est de 4 points. Alors, la politique féminine de Marine Le Pen y est peut-être pour quelque chose. Enfin, bon, il y a des candidats... Un mot de commentaire là-dessus? Je n'ai pas de commentaire. Bon. Je n'ai malheureusement pas d'autres armes que mon charme personnel pour essayer de séduire les femmes, politiquement, on s'entend. Justement, il y a des candidats qui ont vraiment la cote auprès des femmes. Celui qui arrive en tête, eh bien, c'est un homme. C'est François Hollande, encore lui, vous allez me dire. Son électorat féminin est supérieur de 7 points face à l'électorat masculin. Alors, autre sondage, ce serait un petit peu cette question. Dis-moi pour qui tu votes et je te dirai comment tu te comportes au lit. Si, c'est très sérieux. C'est là aussi l'Institut IFOP qui fait paraître ce sondage. Il nous dit tout sur les habitudes sexuelles des électeurs selon leur orientation politique. Alors visiblement au sein du Front National ça va pas très fort. Il y a comme un sentiment d'insatisfaction sexuelle. C'est cette étude qui le dit. 31% des partisans de Marine Le Pen seraient donc insatisfaits. Si ça peut vous consoler, chez Jean-Luc Mélenchon ils sont 35%. Mais enfin, l'étude le malheur des uns ne fait pas le bonheur des autres. L'étude dit... Moi je dois dire que si je regarde autour de moi, je ne vois pas de gens qui participent de cette consultation. Alors d'après ce sondage, en tout cas, c'est à gauche qu'on s'éclate le plus et que l'on s'autorise le plus de fantaisie ou de petites gâteries, comme la pratique de l'inflation, si vous me permettez ce petit lapsus. C'est vrai qu'ils ont un champion, là, c'est Strauss-Kahn. C'est lui qui aurait dû d'ailleurs être le candidat socialiste. C'est lui qui devait l'être. Malheureusement, il s'est pris les pieds dans le tapis de la salle de bain. Tant pis pour eux. Bien, merci beaucoup Isabelle pour ces informations importantes, cet autre regard citoyen ou citoyenne sur cette élection. Donc dans 18 jours le premier tour, qui va être élu président de la République dans un peu plus d'un mois? Je ne sais pas, peut-être Marine, qui sait. Oui, admettons que ce ne soit pas elle. Alors, si un beau mouvement emporte les Françaises et les Français. Et si elle n'est pas au deuxième tour, est-ce que vous votez encore, comme vous l'avez dit, pour Jeanne d'Arc, ou est-ce que vous ferez un vrai choix? Je ne sais pas encore, mais tout dépendra de la sélection. Mais pourrais-je dire un mot aux Français de l'étranger, puisque c'est à eux que vous vous adressez principalement. Je voudrais leur rappeler, que nous avons des candidats à la députation, n'est-ce pas, en juin prochain. 11 candidats à la députation en juin prochain, que le site du Front National, c'est www.frontnational.com. Voilà. Comme ça, ils peuvent se renseigner. Nous avons des sites et nous nous intéressons aussi beaucoup aux Français de l'étranger, bien sûr. Donc vous ne dites pas pour qui vous voterez, ni quel est pour vous celui qui sera président. C'est le secret du vote. Très bien. Eh bien, nous reparlerons de cela. Merci d'avoir été sur le plateau de France 2012. Merci à vous de votre fidélité. Nous retrouverons la semaine prochaine pour une autre émission France 2012, à 2 semaines exactement du premier tour de l'élection présidentielle. Excellente suite de programmes sur les antennes de TV5 Monde.